pas totalement déconnant, comme on dit aujourd'hui, le 11 juillet, de penser aux vacances. Bonjour Manon Bry. On aimerait bien. Hein. On aimerait bien, hein. On aimerait bien. Pas trop de vacances là en ce moment. Non, je crois que c'est pas la perspective. J'entendais des observateurs dire Emmanuel Macron nous a volé nos vacances. C'est un peu vrai. D'accord avec ça? C'est un peu vrai. Alors moi, à titre perso, ça fait 4-5 mois, j'ai la campagne des européennes, oui. Puis la campagne des législatives, puis là, tout oui, et après c'est pour une bonne raison, puisque on a quand même déjoué tous les pronostics et on a gagné, n'en déplaise à Emmanuel Macron qui a un peu du mal à le reconnaître, mais on a gagné ces élections législatives et s'il le fallait, je suis prête à pousser quelques mois de plus pour former un gouvernement et changer la vie des Français. Ouais, après, vous savez, moi j'ai fait du sport à haut niveau, donc ça m'aide à avoir une réserve physique, on va dire, parce qu'à la fin c'est une épreuve physique. Mais bon, moi on s'en fout, pour être honnête. Je pense d'abord aux Françaises et aux Français. Je sais, j'ai croisé plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient décalé leurs vacances pour pouvoir voter aux élections législatives et qui pensaient ensuite partir l'esprit léger et qui, j'imagine, continuent à être inquiets, à regarder les nouvelles. J'entendais votre sondage à l'instant, l'inquiétude des Françaises et des Français sur la situation politique. Et je la partage, pour être honnête, parce que c'est un moment qu'on n'a jamais connu, d'incertitude. C'est un moment qui questionne nos institutions politiques, démocratiques, qui manifestement n'arrivent pas à canaliser un fait majoritaire dans le pays, d'une part, et d'autre part une inquiétude aussi, parce que, pardon, mais Emmanuel Macron est en train de passer en force, c'est quand même un coup de force démocratique oui, mais avec les institutions, tel qu'on n'a jamais connu. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une faille ? Est-ce qu'on est dans une faille institutionnelle ? Est-ce qu'on est arrivé, j'allais dire, au maximum de ce qu'on pouvait attendre de la Ve République avec ses institutions ? Deux choses là-dessus. D'abord, ce serait la première fois dans l'histoire de notre Ve République, donc depuis 1958 quand même, que le bloc politique qui est arrivé en tête aux élections législatives ne forme pas un gouvernement. Donc ce serait sans précédent. Et la deuxième chose, c'est... Je pense que là où vous avez raison, c'est que ça dénote des limites de notre cadre institutionnel actuel. Nous, on a eu de cesse ces dernières années de plaider pour une 6e République. Alors peut-être qu'il est temps. Peut-être qu'il est temps de refonder nos institutions si nous arrivons dans une impasse politique pour repenser notre cadre démocratique déjà pour sortir de la toute-puissance du monarque républicain. Pourquoi ? Parce que... 6e République, Manon Bry, ça ne veut pas dire non plus page blanche. Ça serait des rudiments de la Ve République. Écoutez, avec quelques ajustements. Moi, je suis pour un processus constitutionnel. Un processus constitutionnel, c'est aussi associer les Françaises et les Français. Et sortir justement de ce tout-puissant, non, mais vraiment du monarque démocratique ou républicain qui décide depuis l'Élysée. Parce que là, moi j'ai l'impression quand même d'un espèce de caprice d'Emmanuel Macron à qui on a pris son jouet, mais vraiment comme un enfant, et dit non, ne prenez pas mon jouet, c'est moi qui décide. Oui, sauf que c'est pas un caprice, là, on parle de la vie des Françaises et des Français. On peut pas avoir un Emmanuel Macron qui décide tout seul en disant non, je suis pas d'accord pour l'heure du coucher, ou je suis pas d'accord Emmanuel pour ne Macron, pas regarder pour la télé. Faire simple, il a dit tout sauf le RN. Ça a été respecté avec notamment les désistements juste avant le second tour. Ensuite, maintenant, il dit et puis pas LFI. C'est pas à lui de choisir, c'est aux Françaises et aux Français de choisir. En ayant compté sur les voix de LFI par destination. Je passe sur le fait que il était. C'est pour ça que Libération d'ailleurs ce matin titre mauvais joueur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il était le premier aussi. Oui, je suis d'accord. Il était le premier aussi à dire en 2022 ce vote m'oblige, quand il a bénéficié d'un barrage républicain face au Rassemblement national, qui n'était pas un vote d'adhésion pour Emmanuel Macron en 2022. Et non seulement ce vote ne l'a pas obligé, mais il a ouvert, c'est pas un boulevard, là, c'est une autoroute à l'extrême droite. Je rappelle que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, de mémoire, il y a eu 8 députés Rassemblement national. Là, il y en a plus de 140, à peine quelques années plus tard, en 2024. Donc, la montée de l'extrême droite, c'est aussi le résultat de la politique menée par Emmanuel Macron, qui a ouvert grand les vannes aux idées d'extrême droite. Et à la fin, les Français, entre l'original et la copie, ils vont peut-être finir par préférer l'original. Et ça explique en partie la montée de l'extrême droite dans notre pays. Et moi, j'ai conscience, je veux dire, je sais que notre victoire... dimanche dernier, c'est une victoire relative. Nous n'avons pas la majorité absolue. Nous sommes prêts à respecter les institutions de la Ve République, à reparlementariser la vie politique en tenant compte de l'Assemblée nationale. Mais de nouveau, pardon d'insister, on ne peut pas avoir
Emmanuel Macron qui s'accroche au rocher tel une moule en mode non, je veux pas partager le pouvoir. Voilà une image intéressante, Manon Aubry. Puisque c'est les vacances, certains pensent aux vacances et vont aller à la plage. On a tous l'image de la moule accrochée à son rocher. Je sais pas s'ils vont tout de suite reconnaître le président de la République. En même temps, en faisant de la plongée. C'est comme ça que je l'imagine. Il est accroché, il veut pas lâcher et partager le pouvoir. Pourtant, c'est ce que les urnes lui commandent. Des auditeurs, Alexandre, exactement, qui veulent interroger Manon Aubry. On a Charles dans le Vaucluse qui souhaite vous interroger. Charles, vous êtes là ? Oui, absolument. Bonjour Charles, vous allez bien ? Oui, bonjour, très bien, merci. Bon, bienvenue dans l'émission. Vous avez une question Merci beaucoup. Vous avez une question pour Madame Aubry, c'est ça ? Oui, bonjour Madame Aubry. Bon, tout d'abord, moi je suis électeur. Bonjour Madame Aubry. Moi je suis électeur malheureusement de la première circo du Vaucluse. Donc j'ai eu le choix entre un fichier S et un Front National. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. Donc on n'est pas loti malheureusement dans le Vaucluse. Le fichier S, c'est Raphaël Arnaud, pour préciser. Absolument, oui. Qui n'a jamais été condamné à quoi que ce soit, je précise. Mais il est triplement fiché. Il n'a jamais été condamné à quoi que ce soit. Donc, Non, mais j'entends. Mais en termes d'image, Madame Aubry, la première circonscription de Vaucluse méritait mieux, à mon avis. Mais c'est pas l'objet de ma question, parce qu'on m'a demandé de poser plusieurs questions, je ne suis pas le seul. Mais voilà, c'est juste une parenthèse que je voulais vous faire. Moi, je voulais vous poser une question, Madame Aubry, sur le SMIC à 1600. Donc moi, je suis directeur dans un office HLM. Je fais partie des quartiers populaires. Je suis né à Marseille et dans les quartiers nord de Marseille, la Marine Bleue, Sainte-Marthe. Donc je connais bien les quartiers. Aujourd'hui, passer le SMIC à 1 600 €, ça veut dire que des gens qui sont aujourd'hui à 1 600 € vont se retrouver smicards. Donc c'est toute l'échelle des salaires qui va être modifiée. Je vous pose la question, comment voulez-vous que les entreprises puissent s'en sortir ? Certaines entreprises, je pense surtout aux petites entreprises, ce n'est pas possible. Alors moi j'ai entendu tout à l'heure votre collègue Sandrine Rousseau qui parlait d'aide. Il faut qu'on arrête avec les aides. Moi aujourd'hui il faut qu'on vive de son travail. 1 600 € pour le SMIC, c'est juste une ineptie. J'ai l'impression que c'est une course à l'échalote, plus pour avoir des votes. Vous savez très bien, 1 600 € aujourd'hui ça va générer à terme du chômage de masse. Moi j'en suis intimement convaincu. Voilà Manon Aubry va vous répondre, cher Charles. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonjour Charles, vous avez dit un truc qui m'a intéressé. Très bien, merci. Vous avez dit un truc qui m'a intéressé. Vous avez dit il faut vivre de son travail. Et je suis d'accord avec vous. Et avec le niveau du SMIC à l'heure actuelle, on ne vit pas bien de son travail. Allez demander à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui gagnent 1 400 € par mois, qui plus est quand vous vivez dans des villes où le coût du logement est cher, vous arrivez à dépenser 700, 800 € en loyer. Qu'est-ce qui vous reste pour vivre ? Vous ne vivez pas. Vous êtes du Sud. Le Sud, c'est cher. Vous êtes du Sud, vous aussi. Je sais bien que le Sud, c'est cher. Moi, j'ai Marseille. Et vous savez, vous êtes du Sud aussi. Ouais, je viens du Var et je peux vous dire que trouver un logement dans le Var, mais je pense aussi aux Parisiens, tout simplement, ou à ceux qui habitent dans les grandes villes. Donc, avec 1 400 €, on ne vit pas, on survit. Donc, à partir du moment où on partage cet objectif qui est de vivre décemment de son travail, ensuite, on répond aux autres questions. Si on augmente le SMIC, d'abord, est-ce que ça va créer de la destruction d'emplois ? Non, et on a des preuves empiriques. Les dernières fois où on a augmenté les SMIC, ou alors nos voisins, en Espagne, par exemple, la gauche unie a augmenté le SMIC de 47% en l'espace de 2 ans et ça a créé plus de 800 000 emplois. Donc, première chose, fait empirique. Ensuite, deuxième chose sur est-ce que ça va tasser les salaires, ceux qui gagnent à l'heure actuelle 1 600 €. C'est une très bonne question. Et nous, ce que nous proposons, c'est une conférence salariale pour revoir justement l'échelle des salaires et que ça ne pénalise pas ceux qui sont légèrement au-dessus du SMIC. Mais il y a déjà une trappe à pauvreté qui existe dans le modèle actuel, c'est que vous avez des exonérations de charges et qui sont, monsieur Charles, qui sont des aides, qui sont déjà versées aux entreprises. Oui. Vous avez des exonérations de charges uniquement pour les salaires qui sont au SMIC. Donc il y a une incitation déjà pour les entreprises à payer les salariés au SMIC plutôt qu'un niveau un petit peu au-dessus. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de revoir tout ça pour revoir l'échelle des salaires et revoir la manière dont on distribue les aides qui existent aujourd'hui. C'est plus de 200 milliards d'euros chaque année pour les utiliser à bon escient et que ça aille à destination en priorité des faibles salaires pour qu'en effet ce soit possible d'augmenter le SMIC. Et dernière chose, il faut voir ensuite un peu de l'économie de façon macroéconomique en augmentant les petits salaires. Qu'est-ce que vous créez dans l'économie ? Vous créez une augmentation de la demande. Celles et ceux qui gagnent 1 500, 1 600 € par mois sont ceux qui consacrent la plus grande partie de leurs revenus à consommer. Ça se comprend assez facilement parce que ils n'ont pas les moyens d'économiser, d'épargner, d'investir ou je ne sais pas quoi, ils consomment. Et donc derrière, vous allez remplir le carnet de commandes des entreprises et c'est un cercle vertueux que vous créez pour l'économie et c'est ce que nous proposons pour notre économie qui s'est vérifié dans d'autres pays. Non.
Charles, on va marquer une pause et on va vous reprendre juste après la pause, justement. Oui, ne partez pas, Charles, ne partez pas. Faut surtout pas partir, parce que je sais que vous avez encore un dialogue avec Manon Aubry qui est là justement pour vous répondre. De 11h à 13h, vous réagissez avec Pierre Devilleneux et son invité Manon Aubry en composant le 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Il est 11h48 et Manon Aubry est encore avec nous dans ce studio. Elle nous fait l'amabilité, elle fait des allers-retours entre Bruxelles et Paris et Bruxelles et Paris. Elle passe sa vie dans le Thalys, c'est pas toujours... Quand il est à l'heure. Quand il est à l'heure, bon quand même, généralement il est à l'heure, non ? Non, il est beaucoup plus en retard que les trains de la SNCF, je dois le dire. Bon, bah alors, sans doute les effets de la privatisation. On le déplore. Bah ça vous avait permis d'en placer une. Vous voyez, voilà. Toujours. Je vois que vous êtes très habile. Ne jamais perdre son cap. Charles non plus perd pas son cap. Charles est toujours avec nous ? Oui, absolument. Charles, alors justement, par rapport à ce que venait de vous répondre Manon Aubry, votre réponse à vous. Non, moi ce que j'ai dit en préambule, moi je connais bien. Je suis originaire de Marseille, des quartiers nord, donc je suis quelqu'un des quartiers populaires. Et je suis directeur d'un office HLM depuis 25 ans. Donc vous voyez la difficulté des gens, Madame Aubry, je la vois tous les jours. Je la vois tous les jours et je la connais. Et j'étais contre quand le président a baissé l'APL de 5 €. J'étais contre cette mesure. Heureusement que ça a été remis. Mais la misère des gens, je la connais. Ce que je voulais vous dire simplement, en augmentant le SMIC, en augmentant aussi le point d'indice des fonctionnaires, là vous allez tout casser. Puisque oui, je prends l'exemple d'un office HLM. Vous avez des fonctionnaires et du privé, mais le statut, vous le connaissez aussi bien que moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un office HLM, les seules ressources d'un office HLM, ce sont les loyers des locataires. Il n'y a pas d'autres ressources. Certains pensent que c'est l'État qui donne. L'État, il ne donne rien, sauf pour les constructions. Mais sinon, pour le quotidien, il n'y a pas d'argent. Donc, comment on va faire pour augmenter le point d'indice ? Comment on va faire ça ? Mécaniquement, si vous augmentez le SMIC rapidement, tout de suite, il y aura un intérêt pour les gens. Je le nie pas. Mais à terme, Madame Aubry, ça détruira forcément les emplois. Et je pense, moi, je vous écoute beaucoup, et je sais que vous faites du bon boulot, même si je ne partage pas vos idées complètement. En fait, je sais que vous faites du bon boulot à l'Europe. Et c'est très bien comme ça, et je vous en sais. Mais sincèrement, à terme, vous allez détruire des emplois. Et là, j'en suis intimement convaincu. Où est-ce qu'on trouve l'argent ? C'est ça la question de Charles. Il n'y en a pas. Mais elles seront plus compétitives, les entreprises, je suis désolé. C'est ce cercle vertueux qu'on a du mal à comprendre, en fait. En économie, il existe, et puis il est vérifié empiriquement. De nouveau, je vous parlais de l'exemple de l'Espagne, une augmentation du SMIC de 47%, c'est historique en Espagne, en l'espace d'à peine quelques années, avec des centaines de milliers d'emplois qui ont été créés. Et c'est intéressant puisqu'il y a eu exactement le même débat. Le moment où Yolanda Díaz, la ministre du Travail, a proposé cette augmentation du SMIC en Espagne, c'était exactement la même chose. On lui a rué dans les brancards, vous allez détruire l'emploi, etc. Et non seulement l'emploi n'a pas été détruit, mais les Espagnols vivent mieux. Donc c'est ça l'objectif, que l'on vive mieux et que l'on vive bien de son travail. Je comprends que vous ne soyez pas convaincu, mais moi j'essaie de mettre... En tout cas, c'est une proposition politique, Charles, et moi j'essaie de remettre un peu du rationnel dans la conversation, de l'empirique. Et il se trouve que j'ai fait de l'économie aussi, donc j'ai beaucoup travaillé sur ça et comment on crée, en fait, on rééquilibre la manière dont fonctionne notre économie, parce que on n'est pas un pays pauvre en France. On a un pays qui vit très bien. C'est la 7e plus grande puissance économique mondiale. Mais pour autant, par exemple, pour prendre la question des fonctionnaires, on a parmi les infirmiers les moins bien payés d'Europe. La conséquence de ça, c'est que non seulement on a des difficultés à recruter, on a du mal à recruter des infirmiers dans nos hôpitaux publics, mais en plus de cela, on a nos infirmiers, nos aides-soignants, ce type d'emploi qui vivent très mal. Donc on est doublement perdant de ce système-là. Et donc je trouverais ça logique qu'il y ait un rattrapage par rapport à la moyenne européenne dans laquelle on n'est même pas à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qu'on fait notamment de la dette ? Parce qu'on parle beaucoup de ces 3300 milliards qui sont en latence. Bruno Le Maire qui dit qu'il faut continuer à miser sur le fait qu'on aura de la croissance et qu'avec ça on pourra générer de l'argent. En attendant, on paye les intérêts de la dette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un gouvernement qui au pouvoir depuis 7 ans avec Emmanuel Macron et qui s'est présenté en Mozart de la finance. Mais pardon, mais ils ont été des tocards de l'économie. Parce que qui a creusé le taux de déficit ces dernières années ? C'est pas le nouveau Front Populaire qui était au pouvoir. Qu'est-ce que le NFP propose pour la réduction les macronistes. des 3300 milliards ? Je le dis juste pour prendre le point de départ, puisqu'ils ont fait 50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux par an aux plus riches et aux entreprises multinationales. Donc la première chose que nous ferions, c'est revenir là-dessus. Ça veut dire rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Qu'on se rassure, les gens qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils payaient avant l'impôt de solidarité sur la fortune. On parle d'une
toute petite minorité de la population française. De la même manière, nous allons taxer les super profits. Non, c'est même moins que ça en pratique. Après, ça dépend du patrimoine financier ou du patrimoine immobilier. C'est ça. Mais vous faites peut-être référence aussi au fait qu'on a proposé une refonte de l'impôt sur le revenu qui permettrait à 92% des Français de payer moins d'impôts sur le revenu, tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros net par mois et par personne. Non pas par ménage, mais par personne. Ça fait 92% des Françaises et des Français qui paieraient moins. Et 8% des Français qui paieraient un peu plus. Et les très, 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 très riches qui paieraient bien davantage. Parce qu'aujourd'hui, il y a une injustice fiscale, mais immense. Mais les très, 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 très riches dont vous parlez, est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils partent? Alors ça, c'est toujours la question à laquelle on arrive. Eh bien, vous savez le nombre de personnes, quand l'impôt de solidarité sur la fortune existait en France, vous savez le nombre de personnes qui quittaient la France à cause de l'ISF? C'était 0,2%. Pour 0,2% des personnes qui sont assujetties à l'ISF, qui ne le payent pas, on va le supprimer pour tous et se priver des recettes fiscales qui vont avec, et donc à la fin faire payer aux Françaises et aux Français. C'est ça sur lequel j'insiste. C'est quoi le choix de société qu'on a face à nous? Soit d'un côté, vous faites payer aux gens qui nous écoutent avec une augmentation de la TVA, de la CSG, des impôts injustes qui sont payés par tout le monde, soit vous ciblez celles et ceux qui en ont davantage les moyens à travers l'ISF ou la taxation sur les superprofits par exemple. Vous n'avez pas peur que ce soit confiscatoire? Et dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel dise non, au-delà d'un certain seuil, on ne peut pas faire des impôts à 90%. Écoutez, personne ne paiera 90% de taux d'imposition moyen. Personne ne paiera ça. On parle, quand on fait de la fiscalité, de taux marginal. Au-dessus d'un certain seuil, on augmente le pourcentage. C'est logique, moins vous gagnez, moins vous payez, plus vous gagnez, plus vous payez. Et c'est le principe même, qui est d'ailleurs issu de la Révolution française de 1789. Le concept de justice fiscale est déjà énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et c'est juste ça, ce à quoi on veut revenir, qui est résumé aussi d'une formule par les Gilets jaunes. Les petits doivent payer petits et les gros doivent payer gros. C'est juste ce principe qu'on pose sur la table. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous prenez par exemple les 0,1% les plus riches, ils payent 2% d'impôts. 2% d'impôts. Alors que l'écrasante majorité de la population, tous ceux qui nous écoutent, on paye en moyenne 50% d'impôts si on ajoute tout. On est à 45 maximum. La TVA, l'impôt sur le revenu, parce que tout le monde ne paye pas l'impôt sur le revenu, etc. Donc ça, c'est un système fiscal qui est assez injuste en fait. Il n'est pas normal que plus vous soyez riche, moins vous payez d'impôts. Donc rétablir de la justice fiscale, c'est une des chevilles ouvrières, des pierres angulaires de notre réforme et de notre projet de société qu'on met sur la table. Charles, vous allez partir un peu en vacances ou comment ça se passe? En tout cas. Moi je peux partir en vacances. Heureusement, je peux partir en vacances. Mais vous savez, ce que je vois, Madame Aubry, qu'au demeurant, j'aime bien. Elle est comme les autres. Elle adopte des postures. Moi, je crois être assez concrète, Charles. Non, moi aussi, j'ai fait de l'économie, et puis je gère des sociétés, je vous l'ai dit en préambule. Ouais. Et pourtant, je viens des quartiers nord de Marseille, Madame. Vous êtes dans les 77% de Français inquiets, selon notre sondage, Charles? Non, mais vous êtes pas moi, les politiques, je ne suis pas du tout inquiet. Moi, les politiques, ils m'ont jamais. Alors, moi, quand j'entends les politiques dire les Français m'ont dit, on a tué les Français, moi, il n'y a jamais un politique qui est venu me parler. Donc, moi, je ne sais pas où ils sont. Là, vous avez une politique qui vous parle, Charles. Directement. Oui, mais en plus, j'aime bien Madame Aubry, donc il n'y a pas même si. Prenons rendez-vous, Charles. Hors antenne, on va vous organiser un rendez-vous. Comme je suis de la région, j'y descends souvent, donc. Oui, mais je sais que vous êtes de la région. Mais si vous voulez, ce sont des postures. Et puis quand j'entends des politiques qui parlent français, la plupart, et j'ai regardé les cursus, je les connais parce que je m'intéresse à la politique. La politique est noble, et je le conçois. La plupart, beaucoup n'ont jamais travaillé. Vous savez, pour moi j'ai travaillé, Charles. Oui, mais et j'ai pas bien gagné ma vie. Mais Mme Aubry, votre cursus, votre carrière, je la connais. Vous avez travaillé, je ne vous l'enlève pas. Pour moi, le modèle, c'était M. Bérégovoy. Parce que M. Bérégovoy savait de quoi il parlait. Quand j'entends d'autres personnes que je ne citerai pas par courtoisie, ça c'est pas le but aussi, de jeter la thème sur des gens, ils n'ont pas bossé. Ils n'ont pas bossé et puis ils vont nous raconter la vie. Il faut faire ça. Et ça, je suis toujours mal à l'aise par rapport à ça. Je pense, Charles et Manon Aubry, je pense qu'il y a moyen que vous preniez un café à un moment donné dans le Vaucluse. Là, avec malheureusement, le temps manque. On va arriver bientôt midi avec Émilie Dez qui va me gronder parce que je vais être en retard. Mais je peux dire juste un petit mot à Charles quand même de regarder le profil des élus de la France Insoumise. On avait la première femme de chambre élue à l'Assemblée nationale, une aide-soignante, un conducteur de train. C'est des gens comme vous et moi, des Françaises et des Français qui ont été élus, qui n'ont pas toujours fait une carrière dans la politique. Et je suis d'accord que parfois il y a un espèce de décalage total entre la parole politique et la réalité. Donc j'invite Charles, y compris pourquoi pas, à se présenter aux prochaines élections. Mon petit doigt me dit qu'il y en aura dans pas si longtemps que ça.